Bonjour et soyez les bienvenus pour votre rendez-vous économique mensuel sur BIP TV. Cette initiative en région Centre-Val de Loire, l'économie numérique représente 27 400 emplois. C'est 2,8% de l'emploi régional. Au-delà des activités purement numériques, l'ensemble de l'économie se numérise. De nouveaux métiers apparaissent, mais aussi de nouvelles façons de travailler. Pour évoquer cette transition numérique, un plateau de choix. Aymeric Libaud, bonjour. Bonjour Vincent. Merci d'être avec nous, expert numérique, digital activiste. Vous nous expliquerez ce que c'est. Fondateur notamment de Transition One, organisateur de Startup Weekend, du TEDx à Orléans et à l'initiative de la French Tech Loire-Vallée. À vos côtés, Christophe Bigot. Bonjour et bienvenue. CEO, comme on dit, Chief Executive Officer, dirigeant de l'entreprise Noctea à Châteauroux et membre du comité de pilotage de cette French Tech Loire-Vallée. Et Thierry Bru, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Développeur web, co-gérant Tacotech, start-up Castelroussine spécialisée dans les applications mobiles, née notamment des Startup Weekend de Châteauroux. Deux actualités, eh bien la 4e édition du Startup Weekend qui démarre ce 24 janvier à Châteauroux et puis surtout la semaine de la transition numérique en région Centre-Val de Loire avec notamment le salon à Tours, Human Tech Days, le 30 janvier. Aymeric Libaud, première question, digital activiste, c'est quoi? On vit déjà dans un monde digital. On ne se rend pas compte, mais on est vraiment dedans. Et l'activiste, c'est celui qui cherche à faire agir. Et donc, ce monde qui arrive, que l'on construit, est-ce qu'on s'oppose? Est-ce qu'on essaye de le construire? Moi, j'essaye de faire comprendre qu'il faut le construire pour accepter tous ces changements et préparer celui de demain. Avec ces deux phases, on l'a évoqué, c'est à la fois innover sur des métiers et des nouveaux métiers autour du numérique, mais en même temps accompagner les entreprises pour qu'elles passent elles aussi à l'ère du numérique et qu'elles se digitalisent finalement. Alors, les entreprises sont vraiment lancées sur la digitalisation, chacune à sa vitesse, la manière dont elle le perçoit. Mais aujourd'hui, c'est un peu incontournable. On ne parle pas de tablette, on ne parle pas d'adresse mail, c'est vraiment un esprit digital. Comment on arrive à faire plus vite, comment on arrive à faire mieux avec le même effectif ou plus de personnes, parce que le numérique, c'est quand même très humain. Mais comment on peut aller plus vite et faire mieux avec le numérique, c'est ça l'enjeu. Alors Christophe Bigot, cofondateur de Noctea en 2008, créateur de Litry, avec ce principe qui s'est installé assez rapidement finalement dans votre démarche, comment mieux dormir en adoptant une démarche développement durable. On évoquera les solutions écologiques tout à l'heure, mais d'abord, quel lien avec le numérique et le digital finalement pour une entreprise comme la vôtre? Mais tout simplement, comme on a voulu créer une marque de literie, il était beaucoup plus facile d'atteindre notre cible et de manière plus importante par le numérique, en vendant directement aux consommateurs. Alors, c'est la création d'un site, donc ça, c'est un élément technique dont les agences savent faire, mais on oublie souvent que derrière, effectivement, c'est beaucoup d'alimentation, un vrai contenu avec un vrai fond, quoi, pour pouvoir... Puis après, c'est un site, effectivement, marchand, se fait vivre au quotidien, quoi. Alors vous faites partie du comité de pilotage, le board de la French Tech Loire-Vallée, référent aussi pour l'Indre, Aymeric sur le Loiret, à l'initiative de cet écosystème, labellisé l'année dernière, en avril, communauté French Tech. C'est quoi? Pourquoi ce label? Un label comme ça, si ce n'est qu'un label, n'a pas beaucoup d'intérêt. Non, c'est comment on arrive à travailler en collectif. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir des initiatives, chacun dans son coin. Comment les jeunes pousses peuvent s'inspirer des grands, comment les grands apprennent aussi des petits. Voilà, et le French Tech, c'est tout ça, c'est cette communauté qu'on construit sur la région. C'est vrai qu'on se voit régulièrement et on échange, et on anime pour que ces échanges aient un vrai sens, et pas simplement vers les entreprises qui sont taguées numériques parce qu'on vend en ligne, parce qu'on fait du web, parce qu'on fait de l'application mobile. C'est ouvert à tous. Le French Tech, c'est pas le French Web, c'est de la tech au sens large. On n'est pas autocentrique, mais c'est d'ouvrir la région, d'être un guichet aussi pour faire venir des entrepreneurs extérieurs et qu'on leur montre qu'il y a un vrai dynamisme, parce que c'est la force des entrepreneurs aussi, en parallèle avec les institutions qui font avancer le système. Christophe, votre quotidien, je dirais, vos missions en tant que référent sur un territoire comme l'Indre? Disons, participer au comité et puis surtout effectivement faire le lien, échanger et puis ce qui est intéressant sur la French Tech Loire-Vallée, c'est qu'en fait c'est toute une région en fait qui s'est mobilisée et non juste une ville ou une agglomération. Donc ce qui est intéressant, c'est que là où on avait l'impression que peut-être certains départements étaient moins liés aux autres, c'est qu'on a vraiment recréé tout ce lien, tout cet échange, il y a plus les barrières ont sauté, quoi. Et puis dans l'Indre, tout est possible aussi. Bien sûr.
Il y a vraiment des gens qui bougent. Ça ne se sait pas toujours. Il n'y a pas le lien qui est fait peut-être avec tout le monde, mais il y a un vrai dynamisme depuis longtemps. Et c'est vrai que la French Tech Loire-Vallée, c'est aussi le fait de s'ouvrir vers les autres, de se lier aux autres, parce qu'on ne peut pas rester que départemental, régional ou européen même. Hein. Donc l'intérêt de la French Tech Loire-Vallée, c'est de sortir de son département, mais faire de l'international, puisque aujourd'hui les frontières sont plus les mêmes, quoi. Alors Thierry Brouet, un excellent exemple. Créer de l'activité et de l'emploi dans le secteur du numérique sur un territoire comme l'Indre, ça existe et c'est possible. Vous avez lancé l'an dernier avec un autre start-upper une application mobile, Find Me. Vous étiez venu sur ce plateau en parler pour localiser des enfants perdus. Ça fonctionne toujours d'ailleurs? Alors ça, pour le moment, c'est en stand-by, Ouais. puisqu'effectivement, on s'est rendu compte qu'il y avait un projet industriel très important derrière, des gros enjeux, notamment des choses qu'on peut faire autour de l'application mobile. Finalement, on s'est même posé la question si le produit était réellement l'application mobile. Et pour le moment, on l'a mis de côté parce qu'effectivement, il n'avait pas les reins assez solides pour effectivement aller aussi loin. Nous avons développé sur Châteauroux une activité de développement d'applications mobiles pour les entreprises, pour effectivement aussi faire nos armes et en fait avoir du capital, etc., tout simplement, prosaïquement. Et avec Martial Grelac, qui est effectivement pas ici, nous sommes toujours à la pépinière d'entreprise à Châteauroux et nous développons des applications mobiles là en ce moment pour la restauration rapide. Beaucoup d'entreprises ont besoin d'une application pour permettre à leurs clients de commander et de leur simplifier en fait, de leur faire gagner du temps effectivement, qu'ils puissent vendre leur menu sans passer par une plateforme un petit peu contraignante. Et nous avons également un partenariat, c'est là où c'est important effectivement de s'ouvrir à l'extérieur, puisque c'est avec une entreprise en création à Bourges, justement, rencontrée lors d'un start-up, pour justement une application mobile. Pour le moment, c'est dans les tuyaux, je ne peux pas trop en parler, puisque tout n'est pas cadré. En tout cas, innover dans un département comme l'Indre, à Châteauroux, on a les outils, on a les structures et c'est possible, pas besoin d'aller sur des grandes métropoles ou à Paris. C'est possible, on a déjà des formations. Notre groupe s'est constitué autour d'une formation en chambre de commerce. Il y a les formations, il y a les personnes, il y a l'encadrement, il y a aussi les structures. J'ai donné l'exemple de la pépinière, par exemple. Il y a des couveuses entreprises, il y a des organismes type BGE qui peuvent aussi aider. Il y a beaucoup d'intervenants dans le secteur. Ce n'est pas toujours évident de les rencontrer et de savoir qu'ils existent, parce qu'effectivement, on ne trouve que ce qu'on sait pouvoir trouver. Mais il y a tout ce qu'il faut dans la région pour se lancer. Lors de ces Startup Weekends, c'est là où justement on crée de l'émulation, on travaille à plusieurs. C'est nécessaire de continuer à en avoir et de les maintenir en fait sur nos territoires, Bourges, Châteauroux. Ah, complètement, puisque nous, ça nous a aidé, ça nous a donné l'impulsion. On n'osait pas, finalement, on est un peu habitué peut-être à ne pas se lancer dans l'entrepreneuriat comme ça. On pense que c'est très compliqué. Et ça permet de débloquer, et puis d'apprendre les outils. Au niveau des mentors, etc., on apprend beaucoup, même les jurys aussi, avec leurs conseils. Et ça permet de nous former à ce métier, parce que c'est un vrai métier en lui-même. Et également, ça permet de rencontrer beaucoup de gens, voire même de trouver des partenaires, voire même des clients, voire même des fondateurs en commun, enfin, pour fonder quelque chose ensemble. C'est très important. Merci à vous Thierry, Merci. et longue vie à vos initiatives. Christophe et Émeric, vous restez avec nous pour la deuxième partie de cette édition. Avant cela, l'actualité des entreprises, nous allons évoquer le RSI et sa nouvelle vie. Mais d'abord, la séquence ouverture. Ce mois-ci, en fait, c'est une réouverture. Direction Ruffec, lieu-dit La Lorne, avec l'ancestrale et traditionnelle Tuileries. Justement, un peu à l'opposé de notre thème, mais pas tant que ça. Comment maintenir des activités artisanales anciennes en y ajoutant un peu de digital. La Tuilerie a été reprise par un couple du Cher pour créer la briqueterie du Pic. Le reportage est signé Briec Cavalin. On est tombé par hasard sur les terres cuites de la Lorne, donc on savait que notre confrère Pascal Robin avait fermé. Donc on est venu pour la vente aux enchères parce qu'on était intéressé par une machine. Et de fil en aiguille, en fait, on s'est rendu compte qu'il cherchait quelqu'un pour pour relancer l'activité dans les locaux. On a eu un très beau soutien de par la Chambre des métiers de l'Indre, de par Initiative Brain, Monsieur Ribeiro et Cécile Ganu qui ont été vraiment d'un grand soutien. On arrive entre guillemets avec une nouvelle gamme, si ce n'est que par la couleur de la terre. Voilà. Donc on a des demandes de terre claire que faisait Monsieur Robin notamment. Donc ça sera mis en place prochainement. Pas tout de suite, parce que c'est une terre qu'on a besoin d'essayer avant de commercialiser, tout simplement.
C'est un endroit qui est vraiment très très intéressant à travailler. Il y a des machines, oui, qui avaient besoin de réparation, mais qui sont vraiment de très très belles machines. Le four, voilà, donc on a fait les modifications, notamment sur le four qui était une alimentation automatique. Et donc là, on est reparti sur une alimentation manuelle au feu de bois. En arrivant ici, la demande était de la tuile. Donc on a même remis au goût du jour la tuile de pays. À la fabrication, on n'a pas de déchets, c'est-à-dire que toutes les petites chutes repassent dans la machine, vu qu'elles sont moulées et juste humidifiées, elles peuvent repasser dans la machine. Donc à cette étape-là, déjà, on n'a pas de déchets. Ensuite, au séchage, avec notre séchage lent et naturel, pareil, on n'a pas de déchets. Ou s'il y en a très peu, ce qu'on fait, c'est que les produits qui ont soit un petit voile, soit une petite imperfection, ces carreaux-là sont repris, repassés dans les broyeurs pour pouvoir être rehumidifiés et repasser donc dans la chaîne de fabrication. Et au final, le fait d'avoir ce suivi et comment dire, ce tri au fur et à mesure, avec la cuisson feu de bois pour finir, on a un pourcentage de déchets qui est très faible, voire néant. Ça part plutôt bien. Là, actuellement, on travaille quand même pas mal avec beaucoup de particuliers. On aimerait donc là contacter bien sûr tous les professionnels locaux qui vont être contactés très prochainement parce qu'on vient d'arriver. Et donc de pouvoir, je ne veux pas inverser la donne, mais pouvoir travailler avec beaucoup plus de professionnels que ce qu'on pouvait travailler donc, à Saint-Palais dans le Cher. Retour sur le plateau d'Initiative, nous parlons transition numérique et c'est notre partie actualité des entreprises. Depuis le 1er janvier, le RSI en tant que structure n'existe plus, RSI pour Régime Social des Indépendants, créé en 2006, qui disparaît mais pas vraiment en fait. Bonjour Marie-Pierre Tenay. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Expert comptable pour le cabinet BSR à Châteauroux. Quelques mots pour rappeler ce qu'est ce régime, pour qui et pourquoi a-t-il été créé ? Alors, le RSI, donc le régime social des indépendants, c'est le régime de protection sociale des personnes indépendantes, donc non salariées. Donc, ça va concerner les artisans, les commerçants, mais également certains dirigeants de société, les professions libérales, et puis les conjoints appelés conjoints collaborateurs qui ont choisi des conjoints qui ont choisi d'avoir ce statut particulier. Et alors pourquoi l'avoir créé à ce moment-là ? En fait, il y avait un petit manque, il fallait. Alors en fait, structurer. c'était simplement. C'était une volonté politique, hein, on le rappelle. Oui, c'est qu'en fait, il y a le régime des salariés et le régime des travailleurs non salariés. C'est juste pour faire une distinction. Ça représentait près de 3 millions de travailleurs indépendants qui versaient plus de 15 milliards d'euros de cotisations. C'est les chiffres de 2018, issus de fusion de 3 régimes d'assurance. Alors depuis le 1er janvier, les règles changent, la structure n'existe plus. Les services sont donc répartis en deux. Une partie cotisation et une partie couverture, en fait. En fait, la protection sociale devient celle du régime des salariés et rentre dans le régime général de la sécurité sociale. Alors, le côté versement des cotisations, lui, ne change pas. En fait, c'est la sécurité sociale des indépendants La transformation a été transitoire puisque depuis le 1er janvier 2018, tout le monde verse à l'URSSAF pour ce qui est de la santé, maladie et retraite. Les professions libérales sont mises à part pour le moment. Après, le côté prestation, depuis le 1er janvier donc 2020, les TNS, ce qu'on appelle les travailleurs non salariés, sont rattachés à l'assurance maladie des salariés, donc auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de leur lieu de résidence. Et pour tout ce qui est retraite, ils sont également rattachés à leur service retraite de leur lieu de résidence. Sauf pour certaines professions libérales qui gardent leur caisse habituelle. Donc ce que veut dire, c'est pas de grande révolution, non. Pas grand-chose qui change. Alors, en fait. le seul changement, parce que les changements vont être automatiques. Les cotisants vont recevoir une notification entre la date du 20 janvier et le 17 février. Sur cette notification, va leur être précisé à quelle caisse ils seront rattachés, autant pour la maladie que pour la retraite. Au niveau des cotisations, ils continueront à verser à l'URSSAF, tout comme ils le faisaient depuis le 1er janvier 2018, quelque part. Par contre, le changement, c'est surtout de mettre à jour sa carte vitale, puisque forcément, si on a changé de caisse, comme quand on change de mutuelle, il faut mettre à jour ses documents administratifs. On va trouver des informations sur Internet, voilà. Évidemment. Le régime RSI a été très décrié, mais pour vous, il y avait un intérêt à avoir un régime spécifique, finalement, pour les indépendants. A été décrié aussi parce que voilà, il y a eu beaucoup de retard, il y a eu des bugs qui a fait Alors, ce qui a été décrié, c'est qu'on a le régime, quand il y avait le RSI, on avait le versement des cotisations à un organisme et les remboursements de soins par un organisme autre conventionné. Donc ça faisait 2 régimes, 2 caisses
qui complexifiait les choses. Là, finalement, on n'aura plus que l'URSSAF qui continue de cotiser pour récolter les fonds. Mais finalement, la caisse primaire d'assurance maladie, ça va être bien plus simple pour tout le monde, je pense. Donc, pour tous les cotisants, il va falloir se rattacher à Amélie pour créer un compte amélie.fr. Et puis, pour la caisse de retraite, il faudra aller sur l'assurance-retraite.fr. Enfin, ça devient un peu plus fluide. Mais le principe, en tout cas le calcul des cotisations ne change pas. C'est le même principe. C'est en fait c'est toujours en prévision de. Voilà. Alors le délai, il a été souvent décrié, le délai de les régularisations qui deviennent tard. Mais aujourd'hui, avec les systèmes d'internet, les comptes en ligne et tout ce qui suit, on met à jour très rapidement ces données. Et puis bon, on est quand même là, nous, les experts comptables, pour orienter les personnes. Voilà. Bon, après, le contact avec le RSI est toujours, qui n'est plus le RSI, un petit peu fastidieux, mais bon, quand on est bien entouré, qu'on a des partenaires, nous, on a l'habitude. Voilà. Merci beaucoup Marie-Pierre Thénault, en tout cas expert comptable au cabinet BSR de Châteauroux, d'être venu nous voir. Merci à vous. Avant d'aborder la troisième partie et le développement durable, voici la séquence compétences. Nous revenons à notre thématique de la transition numérique avec cette formation dédiée aux entreprises du secteur du e-commerce. Il ne suffit plus d'avoir un site de commerce en ligne. Christophe, il faut avoir désormais placé au cœur de la stratégie de l'entreprise une démarche construite et experte. C'est le pitch de cette formation. Désormais, un accompagnement qui peut être pris en charge par l'OPCO compétente depuis la réforme de la formation professionnelle. Et puis Pôle emploi, c'est délivré par Cefim. Gaël Mallet, référent filière web marketing à Cefim, nous en dit plus. Alors, c'est une formation qui va s'adresser à des personnes qui sont en recherche d'emploi ou des personnes qui veulent évoluer professionnellement. C'est une formation qui va durer 3-4 mois en intégrant une période en entreprise. Elle intègre vraiment toutes les composantes d'une stratégie web marketing et puis aussi tout l'aspect opérationnel du web marketing. Donc concrètement, on va être sur l'acquisition de nouveaux clients, les prospects, grâce à des outils comme le référencement naturel. On va voir aussi tout l'aspect conversion, création tout simplement de ventes à travers le média internet. Donc ça va être tout simplement créer des ventes via un site e-commerce par exemple, optimiser ses ventes, améliorer l'ergonomie du site, etc., etc. Puis toute la partie aussi analytique. Grâce à Internet, grâce au web, on est capable aujourd'hui d'avoir des informations très précises sur le parcours des utilisateurs, le parcours des internautes, et donc de rectifier le tir, d'améliorer certains points, de faire ce qu'on appelle du reciblage, par exemple publicitaire. Donc c'est vraiment tous ces aspects-là qu'on voit en formation. Et effectivement, comme cette formation intègre aussi une partie stage en entreprise. Et d'ailleurs, cette formation peut aussi se faire en alternance, donc avec un contrat de professionnalisation, par exemple, sur une durée d'1 an. Cette formation, généralement, elle est prise en charge par des organismes comme Pôle emploi, comme un OPCO. Et donc, finalement, cette formation est généralement prise en charge à 100% pour les demandeurs d'emploi. Troisième et dernière partie de cette émission Initiative. Nous retrouvons Christophe Bigot, Noctea, et nous retrouvons Aymeric Libaud, membre actif aussi du board de la French Tech Loire-Vallée. Nous avons fait une pierre deux coups pour parler numérique et développement durable. Christophe, c'est plus que compatible. Noctea développe des produits autour du sommeil naturel. Donc ça va du matelas au linge de lit en passant par les oreillers et les couettes. 100% naturel, ça veut dire quoi exactement ? Ça veut dire l'emploi que de produits naturels, bien sûr. Mais on a voulu aller beaucoup plus loin parce qu'on peut très bien faire le maximum de bio également, mais on peut faire du bio en faisant venir des matières de l'autre bout du monde. Donc ce qu'on a voulu, c'est de faire le maximum développement durable, c'est à la fois social, à la fois économique et à la fois environnemental. Et le but était de localiser au maximum. On s'est rendu compte effectivement que ces circuits courts contribuaient quand même à la fois de l'économie et à la fois de l'éco-responsabilité. Voilà, tout à fait. Alors un exemple concret, sur de la laine par exemple, ou du lin, où on sait très bien faire en France, on s'impose qu'il soit français. Après, si on prend l'exemple d'un matelas, pour remplir la fonction de comment mieux dormir, qui est la base de notre métier avant de penser au bio, au naturel ou autre, on a... Comme il y avait une notion de résilience qui est très importante dans un matelas, la seule matière naturelle et écologique pour le faire est le latex. Donc on le fait venir effectivement d'un peu plus loin, mais on ne peut pas faire autrement puisque les EVAD ne se cultivent pas en Europe. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait une analyse des cycles de vie d'un de nos matelas et on est écologiquement, on a beaucoup moins d'impact que sur un matelas naturel classique.
Donc c'est là où c'est intéressant. Alors en même temps, il vous faut bien la production. Quand vous allez chercher des choses sur le territoire un peu local, il faut que ça suive derrière. Alors est-ce que la filière se construit petit à petit ou est-ce qu'elle reste encore à développer? Alors, c'est pas, en l'occurrence, nous, on emploie des latex. Pour donner que cet exemple-là, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. C'est-à-dire que ça existait depuis très longtemps. Après, l'avènement des produits pétroliers comme le polyuréthane l'avait un peu mis de côté. Parce que le polyuréthane, comme le plastique dans d'autres domaines, c'était tellement facile à produire que ça a permis, et peu cher, que ça a permis de faire beaucoup de choses. Après, on revient à l'essentiel, c'est-à-dire qu'on revient à des matériaux plus classiques. Alors les filières existaient, et puis nous, ce que l'on fait, c'est qu'on s'allie avec d'autres partenaires qui ont le sourcing, qui ont le contrôle, parce que c'est vrai que quand on fait venir d'un peu plus loin, il faut quand même avoir un minimum de sécurité. Et alors forcément, on imagine que ça coûte un peu plus cher que ce qu'on va trouver dans le commerce traditionnel, ou en tout cas de ce qui n'est pas forcément bio et 100% naturel. Alors, il faut être très clair, c'est-à-dire que sur le marché de la literie, il y a ce qu'on appelle un effet sablier. C'est-à-dire qu'il y a une partie de produits très bas de gamme qu'on utilise soit pour les chambres d'amis, soit dans un premier équipement quand on s'installe. Et puis il y a le très haut de gamme, où là on va rentrer plus dans la logique de confort, on se soucie plus de soi parce qu'on a mal au dos. Nous, on est positionné sur ce côté-là. Donc effectivement, on est sur des gammes qui sont plus hautes. Combien de salariés? 2. Et combien de chiffre d'affaires? On est un petit peu en dessous d'1 million d'euros à l'heure actuelle. Émeric, de votre côté, Transition One, je le prononce bien Ou Transition One. Transition One. Vous proposez la transformation de véhicules, des petites citadines thermiques en électrique. Ça s'appelle le rétrofit. J'ai découvert que c'était effectivement plein dans l'actualité. Ça se développe beaucoup aux États-Unis et en France, c'est pas encore complètement ouvert. En fait, il y a des règles, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors, aux États-Unis, c'est très déclaratif. Je fais ça dans mon garage, à la mode américaine. Je modifie, je vais déclarer. Et c'est une culture où tout le monde est responsable, donc ça marche. Chez nous, ça ne marche pas comme ça, notre culture latine, donc c'est beaucoup plus réglementé. Aujourd'hui, on a quelques freins qui sont en place et qui sont en passe d'être levés. D'ici un mois, la réglementation va changer. On attend un avis, le retour de l'avis consultatif des 26 autres pays de l'Union. Ça simplifie Et pas donc, les choses. c'est maintenant imminent sur le fait qu'on va pouvoir faire du rétrofit en France, du rétrofit industriel, dans le sens où on va pouvoir en faire beaucoup, que ce soit sur des voitures anciennes ou sur des voitures un peu plus récentes que moi je vais faire, des voitures entre 5 et 15 ans, mais donner l'opportunité à un maximum de personnes d'agir, de décarboner leur mobilité, de réduire leur coût de déplacement, parce qu'on passe sur ces petites voitures 7-9 euros à moins de 2 euros au 100 km. Parce qu'il faut demander l'autorisation à la marque, c'est ça, de pouvoir transformer Alors, le véhicule. c'est le cas aujourd'hui dans la réglementation. L'évolution de la réglementation, c'est ne plus avoir à demander l'autorisation au constructeur de modifier la voiture. Et le deuxième frein, c'est quand on modifie une voiture, il faut réhomologuer toute la voiture. Donc ces deux freins, c'est pas impossible. C'est difficile et coûteux. Oui, mais c'est de la sécurité aussi, quelque part. Ça, le rétrofit, c'est quelque chose de très sérieux. C'est pour ça que je disais un rétrofit industriel, parce qu'on va avoir des process, on fait pas ça des dans le process coin d'un qui vont garage, se répliquer. Oui. Et moi, sur le modèle de Transition One, c'est que ce rétrofit puisse avoir lieu à proximité des clients, qu'on ne fasse pas traverser la France en voiture, ça n'aurait pas de sens. Et vous êtes plusieurs, vous avez même créé une association, R, pour acteurs de l'industrie du rétrofit électrique. Voilà, on est 7 déclarés officiellement en France dans cette association-là. On fait de la voiture ancienne, alors je dis on là au niveau de R, avec de la coccinelle, de l'Austin Mini, du vieux Defender, de la 2 chevaux, des Porsche, des 504. Et même les voitures de collection, les Rolls-Royce, j'ai vu. Alors oui, alors ce ne sont pas des voitures de collection parce que c'est une petite limite qu'on aura. On ne pourra pas faire des voitures de moins de 5 ans, une fois que ce sera changé, et non plus les voitures qui sont dites collection avec la carte grise collection. Elles resteront dans leur jus comme c'est prévu. Vous facturez 10 000 euros, je crois. 5 000. 5 000, oui, en fait. Le reste à charge est à 5 000. Mais c'est par anticipation de aides qui pourraient être délivrées et accordées par le gouvernement. Exactement. Vous allez quand même loin, c'est devancer quand même pas mal. Oui, non, vous êtes sûr que le gouvernement va donner des aides? Alors, être sûr, on ne peut jamais être sûr quand il s'agit d'une aide. Surtout du gouvernement. Et qu'elle peut aussi disparaître. Est-ce qu'on va être éligible? Oui, on sait qu'on est éligible à une aide. Maintenant, ce qui est certain, c'est qu'on va pouvoir obtenir une aide d'État, une aide de la région, pour les régions qui voudront le faire, et puis des départements, voire des métropoles. Et aujourd'hui, en France, alors tout le monde n'est pas au même niveau,
mais il y a des endroits où c'est un peu plus doté. Dernière question, rapidement, mais en même temps elle est importante, à la fois économique et sociale. Comment cette solution ne va pas enlever des emplois à l'industrie automobile classique, dite classique, qui elle investit sur l'électrique, Alors, sur le 100% électrique, sur l'hybride? Si on va être plus nombreux à aller vers l'électrique, et il faut des solutions pour aller vers l'électrique, Qui serait qu'intermédiaire alors? eh ben, faudra toujours des voitures neuves. Moi, je le répète en permanence. Le rétrofit viendra amener des voitures électriques supplémentaires. Et là où ça va amener une activité et maintenir des emplois, bah, c'est en région, sur les territoires. Moi, où j'aurai des partenaires, on cherche à faire un maillage à 100 km en France. Et donc, ces garagistes qui perdent de l'activité parce que la voiture, elle a 30 000 km d'entretien, voiture électrique, c'est 30% en moins d'entretien, bah voilà, ça va pouvoir leur maintenir l'activité. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de garagistes indépendants qui me contactent pour en savoir un peu plus en disant c'est peut-être une nouvelle activité pour moi, peut-être qu'il y en aura plusieurs dans l'Indre. Voilà. Un grand merci à vous, Émeric Libaud, d'être venu nous voir. Avec Merci, plaisir. Christophe Guido-Gavara. C'était notre invitation pour cette double actualité. Transition numérique, transition écologique. Merci à Marie-Pierre Thenot pour son éclairage pertinent et documenté sur la fin du RSI. Et merci à Thierry Bru. Et longue, belle continuation pour ces activités. Merci à toute l'équipe à Briec-Cavalin pour la séquence ouverture. Je vous donne rendez-vous dans un mois. Nous serons le 21 février pour une nouvelle émission Initiative. Émission que vous pouvez retrouver bien évidemment en accès direct et libre sur notre site biptv.tv. Merci de votre fidélité.